Bonsoir le lundi 13 novembre, merci de nous accueillir à la maison. Chez vous, il est 19 h à la télévision, c'est le temps de l'information sur la première. Voici les titres de notre présent journal. Le régime additionnel de la fonction publique va être en vigueur dès 2024. Ce dispositif remplacera à partir de 2028 l'ITR, un sujet de discorde et de combat syndical et politique. Depuis 10 ans, plus de 11 000 fonctionnaires d'État ici au Fénois sont concernés par ce dispositif. Les explications à venir. Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, en visite au port de pêche ce matin, un secteur porteur en Polynésie qui convient de développer. Le ministre a insisté sur le besoin de manœuvres qualifiées et sur les impératifs de formation, des perspectives clairement d'avenir. L'actualité politique sur le regard d'Edouard Fritsch, l'ancien président du pays, le patron du Tapura, est notre invité. Le pouvoir d'achat, les grands travaux, le rapport à la France, autant de thèmes que nous allons développer. Merci Président et à tout à l'heure. La bijouterie Messire vend son pas de porte sur le front de mer, une adresse d'excellence incarnée par son propriétaire, Frédéric Messire, ancien de l'école du Louvre. Mais l'artisan joaillier continuera à faire briller son savoir-faire. Nous vous expliquons tout ceci à la fin de ce journal. La Espirée rêve et courtise la Coupe de France. Ce sera en Champagne. Saint-Méziéry l'adversaire pour ce 7e tour. Un face-à-face entre deux égaux. Du suspense donc garanti ce samedi. Nous irons découvrir le foot rural incarné par les adversaires de nos champions tahitiens. Et pour débuter cette édition, macabre découverte en ce lundi très tôt, ce matin à 5 h, par les pêcheurs de Hakao, d'un corps sans vie. Les pompiers ont récupéré le corps, coincé par les rochers. Il s'agirait du nouvel infirmier, âgé de 47 ans. Ce professionnel est arrivé seulement il y a 15 jours pour une mission dont la durée était d'1 année. Les gendarmes mènent actuellement l'enquête. Le chef de corps des pompiers répond à notre correspondant sur place, Lionel Kamoana. Nous l'écoutons. On a été appelé à 5h05 du matin par des pêcheurs à la ligne qui m'ont prévenu comme quoi qu'il y avait un corps qui flottait dans la baie de Hakao. Donc après par la suite on l'a descendu. Ils avaient fait appel à la gendarmerie et on a constaté qu'il y avait un corps qui flottait. Et donc on l'a ramené sur la plage pour constater qu'il est décédé. Le corps est au centre médical à disposition des médecins et du légiste, des médecins légistes qui sont à Haïti, qui sont simplement en visioconférence avec la gendarmerie. Du social, un combat qui touche pratiquement à sa fin. L'ITR, indemnité temporaire de retraite, va être supprimée en 2028, c'était prévu. Elle concerne 1511 fonctionnaires d'État qui vivent ici, au Fénois. Les syndicats se battent depuis plus de 10 ans pour obtenir une alternative, afin de maintenir un levier pour garantir le pouvoir d'achat des retraités. C'est donc chose faite grâce à l'adoption d'un nouveau dispositif, le régime additionnel de la fonction publique, c'est son nom. Il sera en vigueur en 2024. Les explications de notre équipe de reportage, Kaline Liénard et Mélissa Chong. Le budget annuel national pour 2024 est passé en force à l'Assemblée, grâce à l'article 49.3 dégainé par le gouvernement. Dans ce projet de loi de finances, un amendement concerne les fonctionnaires d'État ultramarins. Il s'agit du RAFP, le régime additionnel de la fonction publique. C'est un système par capitalisation où l'État et l'agent cotisent à parité. Sur les 100% de la surrémunération, on cotisera à hauteur de 5% chacun. Peu importe, suivant ce qu'il aura cotisé, obtiendra un plancher minimum de 4 000 € par an. Voilà. Et ça, c'est quel que soit le montant des cotisations. Les fonctionnaires d'État ont le choix d'adhérer ou non à ce nouveau régime. L'UNSA Éducation se bat depuis 2008 pour obtenir une alternative. Le RAFP est une première victoire, mais le syndicat compte bien poursuivre sur cette lancée. Nous, ce qu'on souhaite, c'est augmenter les planchers et augmenter la participation de l'État à l'intérieur. Nous, on sera là avec les parlementaires à travailler pour essayer de trouver des moyens d'améliorer ce dispositif pour les collègues. Pour l'instant, le RAFP ne concerne que la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. L'UNSA Éducation souhaite que le dispositif soit étendu à La Réunion et à Mayotte. Et partie invitée dans notre journal, c'est le président Edouard Fritsch qui est présent. Bonsoir, monsieur Fritsch. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Un petit mot, on voit l'ITR, on parle de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça a été un élément compliqué pour vous au moment de l'inflation mondiale, au moment de la campagne électorale. Vous êtes inquiet pour le porte-monnaie des Polynésiens ? Bien sûr que le pouvoir d'achat, en fin de compte, effectivement, vous l'avez bien compris, va de pair avec le coût de la vie. Et nous avons dû augmenter le SMIC par 3 fois sur les
dernières années. Je crois que c'est la première fois que cela s'est produit parce que nous avions effectivement voulu mettre les salariés dans un confort qui n'est pas le meilleur des conforts, mais enfin qu'on suive cette inflation. Mais le gros souci, en fin de compte, c'était plutôt ceux qui n'avaient rien à la fin du mois. Parce que lorsqu'on est salarié, on a encore de quoi vivre, mais les autres, ce sont ceux qui vivaient du CAE et surtout qui vivaient des allocations familiales, allocations vieillesse. Et cela, effectivement, était mon gros souci parce qu'il fallait qu'ils puissent manger tous les jours. D'où cette taxe de 1% qui a causé effectivement peut-être même ma perte, mais en tous les cas qui a causé beaucoup de débats et qui vient d'être retirée. Et c'est une erreur pour vous d'avoir retiré, vous en inquiétez par rapport au collectif budgétaire? C'est une erreur parce que vous allez voir ce qui va se passer au niveau du budget. Tout va encore augmenter. Ils sont en train de chercher de créer de nouveaux impôts à cause de ce 1%. Lequel 1% a été retiré, mais n'a pas porté les conséquences attendues, à savoir une baisse sur les produits consommation courante des Polynésiens. Un petit peu, peut-être, et encore. L'inflation a baissé 0,2. Hein, oui, oui, pour le mois d'octobre. Mais lorsqu'on pense que ce 1% venait justement combler le déficit de la CPS, et comme je vous dis, la CPS, c'est une partie, je suis désolé de le dire, mais c'est une partie des salaires, des revenus des familles qui n'ont rien à la fin du mois, puisqu'ils ne travaillent pas. On dit qu'ils sont quelques-uns en dessous du seuil de pauvreté dans notre pays. Et bien aujourd'hui, c'est ce régime qui est mis en difficulté à cause de cet engagement politique qui aujourd'hui démontre ses limites. Président, rapidement, vous êtes inquiet par rapport aux augmentations d'impôts prévues? On parle d'un impôt sur le foncier à partir de 50 millions, éventuellement une CST plus forte à partir de 600 000. C'est pas une bonne direction pour le gouvernement en place, à votre avis? 600 000, qu'est-ce que c'est 600 000 aujourd'hui? C'est quoi? C'est deux personnes qui travaillent dans un même ménage, qui travaillent à 300 000 francs chacun et qui vont être obligés de déclarer 600 000 francs à la fin du mois et qui seront taxés pour tant. Là, c'est 600 000 sur une personne, manifestement. Oui, enfin, on va voir. On ne sait pas, on ne sait rien. On entend dire beaucoup de choses, comme l'augmentation de l'impôt foncier. On parle de 50 millions ou d'un impôt... 60 millions. Mais 60 millions aujourd'hui, c'est quoi? Vous achetez un terrain, c'est 20 millions, et puis à côté, vous construisez une maison. Tous ces fondements aujourd'hui viennent apporter la démonstration que on n'était pas prêts. Ils n'étaient pas prêts, en fin de compte. On a tenu des engagements politiques, comme je me rappelle de l'Évangile il y a 15 jours, c'est « ils ont dit, mais ils ne l'ont pas fait ». Et tout ce qui a été dit aujourd'hui, fait l'objet d'attentes de la part des Polynésiens. Les grands travaux, rapidement. On voit que le monde du BTP est un petit peu inquiet. Beaucoup de points d'interrogation. Bien sûr, parce qu'ils ont tous vu la liste des gros chantiers qui ont été retirés. Vous savez, il y a une anomalie quelque part. Nous avons laissé ce pays avec pratiquement 25 milliards en caisse. 25 milliards qui étaient destinés à financer de grosses opérations, la commande publique qui maintient en vie les sociétés de ce pays. Il y a des entreprises dans ce pays qui ont 1000 employés, qui ont 400 employés, qui ont 50 employés, mais qui ont besoin de la commande publique pour vivre. Et aujourd'hui, on voit les projets tomber les uns après les autres. Le village tahitien, enfin, je ne veux pas refaire la liste. Mais ceci veut dire qu'effectivement, il y a de quoi être inquiet pour le carnet de commande de 2024, et ne parlons pas de la fin de l'année 2024. Donc, bien sûr que c'est une inquiétude. On va non seulement couper la commande publique, on va réduire la commande publique, mais en plus, on va créer de nouveaux impôts. On a laissé le pays avec 25 milliards. Étant obligé de le faire aujourd'hui. Merci pour cette première partie. On va revenir avec vous. On va s'intéresser à la visite du secrétaire d'État. Deuxième jour d'une tournée marathon pour le secrétaire d'État, chargé de la mer, M. Hervé Berville. Il était ce matin au port de pêche de Papeete. Sur place, il a évoqué l'importance de la formation dans le secteur de la pêche. Objectif, passer de 400 à 1000 marins. Reportage Mille Sachang avec les images d'Hubert Yao. Les voici. Ça va pas trop froid? Non, ça va pas trop froid. Ouais, bonjour, ça va. C'est important pour la souveraineté alimentaire, mais aussi c'est de la valorisation de bons produits. Du poisson frais et de qualité, cela se mérite. Encore faut-il avoir la main-d'œuvre nécessaire pour valoriser les produits de la pêche. C'est le discours unanime des professionnels du secteur auprès du secrétaire d'État chargé de la mer. Sans les hommes, on ne peut rien développer. Donc aujourd'hui, nous sommes en déficit de marins et notamment de capitaines de pêche. Et il faut vraiment relancer la formation. Le pays a un objectif bien précis, tripler les capacités de production du port de pêche. Pour cela, il faut développer les compétences. L'enjeu numéro 1 actuellement, c'est celui de la formation.
on a un objectif du FENUA qui est ambitieux, de tripler les capacités de pêche. Ça veut dire former près de 1000 marins. Et donc nous allons lancer une convention maritime nous signerons tout à l'heure avec le pays pour définir des priorités sur le sujet de la pêche, sur le sujet des infrastructures portuaires, des actions très concrètes. Du concret, en suscitant notamment des vocations auprès des jeunes, à l'image de Touanoui, en bonne voie pour devenir marin-pêcheur. Pour pouvoir avoir ce diplôme et pour pouvoir sortir son propre marara plus tard. Hervé Berville a également mesuré les difficultés rencontrées par le Centre des métiers de la mer. Si en 2022, 231 personnes ont été diplômées, ici, on manque cruellement de formateurs, 12 postes sont vacants sur 28. Edouard Fritch, on voit qu'il y a beaucoup de visites ministérielles ici, que le président est reçu partout à Paris. Bref, la relation entre le président Broderson et l'État central est une bonne relation. Est-ce que vous pouvez prendre ce terme également à votre compte? Oui, oui, il faut reconnaître que les visites se sont multipliées depuis, les engagements aussi, en parole, mais on ne voit pas beaucoup d'action. On n'a pas besoin du ministre de la mer pour développer le secteur de la mer en Polynésie française. Vous avez bien compris que tout est en place. On a même créé une nouvelle école avec des étudiants. On a envie de développer un peu plus les bateaux de pêche, mais ça a un coût. Je m'attendais à un engagement sur cette partie-là. La visite n'est pas finie. Ouais, mais lorsqu'on vient ici dire qu'on va mettre en place une convention pour le développement futur de la pêche, on a les éléments déjà. Ce qu'il faut surtout, c'est de mettre en place les moyens financiers, les moyens humains. Et effectivement, il faut former des jeunes. Mais dès qu'on les a formés, il faut qu'à côté, il y ait des bateaux pour les accueillir. Parce que sinon, ces jeunes vont se retrouver dans les cuisines, ils vont repartir dans les îles. Il y a là une espèce de coordination, effectivement, qui doit se faire. Mais les éléments, nous l'avons. Nous les avons, ces éléments, depuis un certain temps. Edouard Fritch, est-ce que la relation avec la France doit être fortifiée dans ce monde très agité par les conflits géopolitiques? On n'a pas le choix. Quelque part, je me satisfais effectivement que M. Moïtai Broderson se comporte comme un bon autonomiste. C'est bien ce qu'il fait. C'est bien. Il démontre aujourd'hui qu'effectivement notre relation à la France est une relation qu'il faut entretenir jusqu'au bout. On a besoin du soutien de la métropole. On a besoin. C'est pas une histoire. Donc vous avez vécu de manière positive ce qui s'est passé à l'ONU. L'ambassadeur de France qui vient pour la première fois dit non, mais oui, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est bien sûr. Et puis, malgré que cet ambassadeur, ça fait quelques années que je demande à ce qu'il vienne, parce qu'il faut écouter, il faut que la France s'exprime là-dessus. Mais effectivement, c'est bien qu'il soit allé, mais ceci démontre d'une façon évidente que c'est pas l'ONU qui apportera une solution à la problématique de l'indépendance de la Polynésie. Ça passera par la France. Une question par rapport au camp autonomiste, Edouard Fritch, sans être injurieux à votre égard, il y a l'âge du capitaine, etc. etc. Oui. Est-ce que vous pensez renouveler, est-ce que vous avez des cadres, des jeunes cadres, hommes ou femmes, qui demain vont incarner ce courant autonomiste et cette obligation d'union que vous avez? Aujourd'hui, M. Broderson, c'est 44% de l'électorat fixé autour de sa personne. Bien sûr que... Non, vous ne me vexez pas du tout. J'en ai parlé déjà en public. Il faut envisager sérieusement de passer la main. Les résultats des dernières élections en sont une preuve flagrante, mais je sens qu'au niveau de la population, il y a un vrai besoin de renouvellement de la classe politique. Mais ce qu'il faut, c'est être prudent et former ces jeunes. Là, les jeunes existent, nous en avons aussi, nous, au sein du parti. Regardez bien notre dernière liste, il y a beaucoup de jeunes. Mais ce qu'il faut, c'est... en bas de la liste. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'il s'engage aussi. Adopter une vie publique, c'est adopter beaucoup de choses. Il n'y a plus de vie privée quand on est dans le public. Et ça, c'est... Bon. Et c'est dur, vous avez souffert de cette vie publique? Bien sûr, on en souffre tous. Et c'est bien pour cela, je crois que bien peu de jeunes aujourd'hui veulent faire cette expérience. Mais j'y crois et je pense très rapidement, effectivement, faire monter de jeunes personnes, expérimenter malgré tout aux commandes de ce pays. Il faut préparer. Merci beaucoup, Edouard Fritch, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et bonne soirée, bonne santé, évidemment, pour vous. Merci à vous. Beaucoup. À l'heure où la Terre a besoin de souffler et d'être protégée, le secrétaire d'État chargé de la mer s'est intéressé également au ZWAC de Titiora. Il s'est rendu sur place, c'était hier, pour apprécier de visu cette technologie. Elle peut répondre, dit-il, aux attentes environnementales du moment. Hervé Berville y voit un exemple dont il faut parler sur le plan international. Il l'a dit d'ailleurs à Nicolas Suir hier.
Il faut absolument qu'on arrive à concilier activité économique et préservation de la biodiversité et protection de l'océan. Et ce qu'ils ont fait ici, c'est d'abord des initiatives privées. Et vraiment, je voulais les saluer avec bien évidemment l'aura de Marlande Brando, mais la volonté de personnes comme Dick Debay, c'est de faire en sorte que, eh bien, on arrive à trouver des solutions très concrètes. C'est un exemple pour le reste de notre pays, mais pour le monde entier. Je viens ici pour écouter, pour voir, pour valoriser, pour saluer le travail qui a été effectué, et puis aussi pour essayer de porter et de l'amplifier au niveau national et au niveau international, puisque vous savez que la France va accueillir le sommet des Nations Unies pour les océans à Nice, et donc la Tetiaroa Society, le Brando, ce que fait ici la Polynésie, nous allons, et c'est ma responsabilité et on va le faire, eh bien le valoriser et surtout faire en sorte qu'on continue à développer ce type de beaux projets partout sur le territoire. Le ministre a également hier découvert le ComSud, une manière de découvrir les installations qui visent à la sécurité de tous les Polynésiens, aussi bien sur le plan civil que sur le plan militaire. En effet, le Fénois est doté d'un centre en commun unique dans tout l'outre-mer français. Le contre-amiral nous explique son fonctionnement. Lui montrer le centre maritime commun, qui est quelque chose qui est unique dans les outre-mer. C'est-à-dire que dans un même lieu, nous avons un centre d'information maritime, c'est-à-dire des marins qui surveillent la situation générale en mer, travail qui profite à la fois au JRCC et à la fois à l'expert pêche qui est le chef du JRCC. Donc à la fois un volet JRCC sauvetage et à la fois une surveillance maritime générale dans le centre de fusion de l'information maritime. Et tout ça, ça fait un centre commun. Ça nous permet d'avoir un bon échange sur les affaires de sauvetage, bien sûr. Ça nous permet d'avoir un bon échange sur les affaires de surveillance de la ZEE, pour la pêche. Et ça nous permet d'avoir des bons échanges pour toutes les activités illicites, drogue, trafic, divers et variés. Direction les îles et une panne mécanique, et c'est l'itinéraire de voyage qui est complètement bousculé pour bien des passagers. La panne mécanique d'un avion à l'aéroport de Roroutou en est la cause. Hier soir, 43 passagers en transit pour Tubuai ont été obligés de dormir sur place, hébergés dans des centres ou bien auprès de la population. 28 d'entre eux ont tout de même eu une solution dès ce matin. Des mécaniciens sont également arrivés au chevet de l'avion, vous le voyez à l'image. Conséquence également pour les élèves de Rimatara. Ils prendront le vol avec retard, en l'occurrence. Ils partiront ce mercredi. Des passagers répondent à notre correspondant. Les voici, nous les écoutons. Et en fait, j'étais censée partir pour une formation qui démarrait aujourd'hui et demain. Mais comme le vol a été annulé jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas de nouvelles, on attend. Et apparemment, ils ne prennent pas les passagers aujourd'hui qui iront sur Papeete, ils prennent que ceux qui iront sur Tupuai. Et c'est limité à 28 places. Et puis vu que ce n'est pas la première fois qu'il y a des pannes d'avion, surtout que c'est souvent les Australiens qui sont pénalisés dans ces cas-là. C'est un peu du Papeete de toujours et de l'excellence qui change d'adresse. Nous parlons de Frédéric Missire. Ce joaillier à la longue trajectoire, vous le savez, 40 ans d'activité ici, change d'adresse. Le professionnel, issu de la célèbre école du Louvre et condisciple tout de même de Bulgarie ou Pourré, vient de vendre son pas de porte sur le front de mer de la capitale. Mais il va rester actif à l'étage dans son nouveau showroom. Un petit bijou de reportage signé par Caroline Fary et Patita Savea. Pas vraiment une reconversion, plutôt un nouveau souffle. Frédéric Missire change de décor, mais pas de passion. Il vide aujourd'hui sa boutique, non sans émotion. C'est très émouvant pour moi après 26 années de dur labeur et surtout d'investissement. C'était important pour moi que cet espace me ressemble vraiment et dans la façon dont il a été monté, dans l'âme que ça pouvait procurer. L'âme d'un créateur reconnu depuis son arrivée en Polynésie en 1983. Après l'Office diamantaire du Pacifique, les ateliers de Robert Van et plusieurs boutiques au centre de Papeete, c'est au sein de ces 80 mètres carrés que l'artiste proposait ses créations depuis 26 ans. Mais une opportunité saisie au vol va tout changer. Je ne quitte pas du tout pour des soucis financiers, c'est juste une proposition qui m'a été faite, que j'ai accepté, qui n'était pas prévu encore une fois, et qui va me permettre de vivre peut-être plus ma passion de façon plus apaisée, avec plus de temps et moins de soucis, moins de stress, mais je pense avec toujours autant de passion.
Frédéric n'ira pas bien loin pour poursuivre son activité. Son ancien atelier à l'étage sera désormais son nouvel espace commercial. J'ai mon atelier que j'ai depuis 26 ans qui se trouve à mon endroit, que j'ai dû un peu raccourcir pour pouvoir créer le nouvel espace boutique qui va se trouver dans ce Capharnaüm. Et je vous assure, dans 15 jours, ça va être super. Un confort économique pour le bijoutier qui divise ainsi ses charges par 5. Sa réputation à toute épreuve ne lui a jamais fait défaut. Une aura qu'il compte bien à l'avenir mettre au service de la formation. J'aimerais bien pouvoir créer une petite école. Alors je pense que c'est assez compliqué. Je vais voir ça avec la chambre de commerce. Je me donne à peu près 2 ans ici. Et puis après, j'essaierai de monter une petite école pour transmettre mon savoir-faire. Voilà, ça c'est une idée qui m'est chère. Il y a des boucles d'oreilles. Ça va être des pendentifs. Et en fait, c'est du corail fossilisé. Amoureux des trésors naturels, chanteur de jazz à l'occasion, Frédéric Missire choisit aujourd'hui la proximité avec sa clientèle. Ce Polynésien d'adoption aux origines grecques et corses ne manquera jamais d'inspiration. Et du sport, ils vont aller jouer en Champagne, en France donc, les footballeurs de l'AS Pirée pour le 7e tour de la Coupe de France. Ils ont des rêves plein la tête et des fourmis évidemment dans les jambes. Ils sont partis prêts à défier l'équipe de Saint-Méziéry. Ce sera ce samedi. Le capitaine de l'AS Pirée est tout feu tout flamme, malgré une prévision de pluie et une température qui va être au-dessous de 10 degrés, qui est prévue pour ce week-end en France. Nous l'écoutons ce matin au départ. Tous les joueurs sont motivés et franchement, on a un cœur de faire un bon match, un gros match pour remporter la victoire. Les points forts de cette équipe, c'est qu'on a beaucoup de joueurs d'expérience. On a des joueurs qui ont joué avec ces joueurs-là depuis, ça va faire 4-5 ans qu'on joue ensemble. Donc notre force, ça va être toutes ces années qu'on a joué ensemble et je pense qu'on pourra faire un gros match. C'est sûr qu'on aura un temps d'adaptation sur la France parce que moi j'ai un pote à moi qui est en France et qui me dit qu'il fait vraiment fort. Donc c'est surtout sur ça, mais après dans le jeu ou autre part, pour moi ça va être bon. Du foot champagne peut-être, mais plus sûrement du foot champêtre. Dans ce journal, auscultons donc le FC Saint-Méziéry, l'adversaire de Pirée, un petit club de régional dans une zone rurale. Recevoir à la maison une équipe de Tahiti, c'est déjà une idée de fête, d'autant que les deux niveaux semblent être équivalents, donc du suspense à prévoir. Reportage là-bas avec notre équipe parisienne, Nicolas Bouige, et les images de Thierry Hillersin. Sous ce pont coule la Seine, vous êtes à Saint-Mémin, petit village du département de l'Aube. C'est ici qu'évolue le FC Saint-Méziéry, un club qui réunit 4 villages avec des valeurs communes et des moyens financiers très modestes. Ici, il n'y a aucun joueur rémunéré chez nous, ce qui fait aussi en fait la force du club, parce que les joueurs quand ils viennent pour un état d'esprit, des valeurs, et pas pour l'aspect financier. Le FC Saint-Méziéry en noir est un club de R1, donc une division régionale, 8e de son groupe pour l'instant. Qualité défaut, le coach reste évasif. Je sais que ça va partir sur Tahiti, donc évidemment, je ne vais pas vous dire nos faiblesses. Des forces, on en a beaucoup, surtout mentales, et on en a d'autres, mais j'en dirai pas plus. Ce dimanche à domicile, Lucas égalise en fin de match. Un résultat nul contre Metz qui fait du bien à une semaine du 7e tour de la Coupe de France. La coupe qui fait toujours rêver les petits. J'espère que ce sera déjà une fête samedi prochain et puis qu'on pourra passer un tour pour faire encore plus beau au fil du temps et de passer les tours si on peut. Donc c'est les ambitions, donc on reste ambitieux. On est un petit club rural, mais les ambitions sont toujours là. 3 victoires, 1 nul et 4 défaites. Le bilan provisoire de l'équipe en R1 se révèle moyen. Mais attention, ces amateurs ont un gros cœur. Pirée également, il ne manque pas de souffle, les amis de l'AS Pirée qui sont donc en vol pour la capitale. Et ce match, donc, samedi prochain en Champagne. C'est quasiment la fin de l'information sur la première ce soir. Nous vous rappelons l'information principale de la journée. Bye bye l'ITR en 2028. Bonjour le régime additionnel de la fonction publique. Celui-ci sera actionné dès l'année prochaine pour les fonctionnaires d'État qui choisiront d'y adhérer ou non. Un combat de plus de 10 ans pour les politiques et syndicalistes de l'outre-mer. Programme sur la soirée, et vous le savez, le lundi, signature américaine. On va au cœur du pouvoir aux États-Unis avec
Le président qui a été le dernier survivant, et puis après, scandale également dans les arcanes de la Maison-Blanche. Merci d'avoir été fidèle à notre rendez-vous. Demain matin, rendez-vous radio pour l'information avec notre collègue Ibrahim. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain soir, 19h, pour le journal en français sur la première. Et comme on lit, allons dans l'espérance. À demain soir. Merci à vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet